Depuis des milliers d'années, l'homme a toujours eu besoin de classer et de ranger ce qu'il observe dans des boîtes afin de trouver du sens dans son environnement. Déjà pendant la préhistoire, les chasseurs-cueilleurs rangeaient et classaient les animaux et les plantes qu'ils connaissaient selon leur ressemblance et leurs utilités. C'est la classification populaire qui a rapidement été abandonnée mais qui persiste dans certaines populations, notamment les Hanuno ou la population des îles Ryukyu, dont même les enfants sont capables d'identifier l'espèce d'un arbre à partir d'un fragment d'écorce. Mais on a été un peu trop vite, alors reprenons depuis le début. Vers 350 avant notre ère, Aristote invente la première vraie classification. Une ligne droite classant les êtres vivants du plus simple au plus complexe, commençant par l'herbe, les fleurs, les arbres puis divers invertébrés, jusqu'à l'homme, l'être parfait, supérieur. Pendant le Moyen-Âge, l'Église catholique avait instauré une classification du vivant sous forme d'arbre de Jessé. Tout en bas, les amibes, puis les annélides, mollusques et autres invertébrés, puis les vertébrés et enfin les mammifères. Avec évidemment tout en haut, la création parfaite, l'homme. Les espèces sont fixées et ne peuvent changer. L'homme est et restera la créature la plus évoluée. Mais c'est durant le siècle des Lumières que Linné va inventer la nomenclature binomiale, c'est-à-dire genre-espèce, et va commencer à classer les espèces non pas dans un arbre, mais dans des boîtes. Il crée la classification linnéenne qui classe les animaux selon leurs caractéristiques morphologiques communes. Mais Linné est toujours créationniste. Pour lui, les espèces sont fixes dans le temps, et il ne fait que les ranger dans des boîtes. Mais suite aux travaux de Darwin, dont je parlerai certainement dans une prochaine vidéo, Willy Hennig crée au milieu du XXe siècle la classification phylogénétique. Elle ne se base plus uniquement sur les caractéristiques visibles, mais également sur la génétique et les ancêtres communs. Par exemple, avant, tout ce qui ressemblait plus ou moins à un poisson, on appelait ça poisson, logique. Mais maintenant, ce mot n'est plus correct en termes de classification, puisque, par exemple, le sélacanthe et les mammifères ont un ancêtre commun que n'ont pas la truite. Et je sais que ça va en surprendre certains, mais cette classification, que j'ai moi-même apprise à l'école, n'est plus correcte scientifiquement. Maintenant, on préférera celle-ci, la classification phylogénétique. On ne peut donc plus parler de poissons scientifiquement, mais on doit parler de chondrichtiens et d'actinoptérygiens séparément, donc les poissons cartilagineux et les poissons avec un squelette osseux. Pareil pour le terme reptile, qui n'existe plus vraiment, puisque maintenant on doit parler séparément des chéloniens, donc les tortues, des crocodiliens, donc des crocodiles, et des lépidossauriens, donc les lézards et les serpents. Et la place de l'homme dans tout ça? Bien, l'homme, Homo sapiens, est un simple hominidé, comme l'orang-outan. Il fait ensuite partie de l'ordre des primates, comme le lémurien. Si on élargit un peu, on est des placentaires, car on accouche d'un juvénile au lieu d'une larve, un peu comme les chauves-souris. On est aussi des terriens, alors non pas des habitants de la Terre, mais des terriens écrits comme ça, puisque nous sommes vivipares. Le développement embryonnaire se fait dans l'utérus. Mais puisqu'on est des terriens, nous sommes surtout des mammifères, car on a des poils et des glandes mammaires, comme l'ornithorynque dont je te parle dans cette vidéo. Qui dit mammifère dit amniote, parce qu'on a une poche amniotique, comme le crocodile du Nil. On a 4 membres, donc nous sommes des tétrapodes, comme la dendrobate. Évidemment, on a un crâne et un squelette, donc on est des vertébrés, comme la Raimanta, notre cousine très éloignée. Ouais, on commence à beaucoup s'éloigner, mais c'est toujours pas fini. On a un système nerveux dorsal, donc on est des deutérostomiens, comme l'oursin de feu et tous les autres échinodermes. Nous sommes des bilatériens, ou triploblastiques, car nous sommes formés de 3 feuilles embryonnaires et que nous possédons une symétrie bilatérale. Tout comme le cloporte, notre cousin le plus séduisant. Si on prend encore un petit peu de recul, on est des eumétazoaires, car nos cellules s'organisent en tissus qui ont des fonctions bien précises, comme l'anémone magnifique et les autres cnidaires. Et enfin, nous sommes des métazoaires ou animaux, car nous sommes des êtres vivants pluricellulaires, hétérotrophes, et qu'on a du collagène dans notre matrice extracellulaire, tout comme notre cousin le plus éloigné, l'éponge de feu. Donc non, nous ne sommes en rien supérieurs, nous avons juste évolué différemment que nos autres cousins, sur base d'un même ancêtre commun. Nous ne sommes qu'une espèce animale, parmi près de 2 millions d'espèces décrites, et autour de 8 à 10 millions d'espèces estimées. Si t'as appris quelque chose ou que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce ou en commentaire un concept de zoologie dont t'aimerais que je parle dans une prochaine vidéo. En attendant, abonne-toi, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. C'était Théo de la chaîne Bob des Balls. À la prochaine!